Alors bonjour et bienvenue pour cette dernière journée de table ronde DocOstock à la Softcote avec WhatsApp Doc justement. Donc on va parler ce matin d'anecdotes et ficelles du compagnonnage. Et évidemment quand on parle de compagnonnage, surtout en chirurgie, on pense tout de suite un peu geste clinique, on va montrer comment on opère, etc. Mais après avoir discuté avec vous pour préparer cette table ronde, je me suis rendu compte que le compagnonnage en chirurgie, ça s'arrête, enfin en chirurgie orthopédique et en chirurgie tout court, ne s'arrête pas du tout justement aux gestes techniques et aux gestes d'opération directement. Mais il y a aussi une manière de s'adresser aux patients, une indication, comment on gère une clinique quand on est en libéral, l'administratif, les RH, enfin, il y a beaucoup de choses finalement qui se transmettent de médecin à médecin tout au long d'une carrière, qui ne sont pas juste, voilà comment tu vas poser telle prothèse ou quoi. Voilà. Donc avec moi ce matin, j'ai le professeur Philippe Ouicard, qui exerce donc à Necker, le docteur Roger Badet, qui est le nouveau président du CNP, ou c'est demain, non, c'est aujourd'hui. Voilà, bon, qui est le nouveau président du CNP depuis aujourd'hui et qui exerce en libéral à Bourgoin-Jallieu, Lyon, je sais pas, il y a plein d'endroits, je sais plus. C'est ça, hein. Le docteur Pierre-Emmanuel Chamas, qui termine son clinica au CHU de Montpellier, c'est ça. Et le professeur Pierre Martz, jeune professeur, qui est donc PUPH au CHU de Dijon. C'est ça. Et donc, quand on va parler de compagnonnage, moi, c'est vrai que la première question qui m'était venue, et je vais donner le micro à Philippe Ouicard, c'est que c'est le seul qui m'a cité avoir eu des mentors, des vrais mentors. Parce que je dis, est-ce que vous avez eu un mentor dans la vie, un chirurgien orthopédiste qui vous a donné envie de faire ce métier, ou deux, ou trois. Et les autres m'ont dit, euh, a priori, c'est tous les PH que j'ai croisés sur mon chemin, tous les chirurgiens m'ont montré quelque chose, etc. Et Philippe Ouicard nous a cité des gens. Est-ce que vous avez vraiment un mentor ou deux qui vous ont marqué? Ouais, au cours de ma formation, j'ai rencontré trois personnes qui m'ont vraiment montré le métier. J'ai rencontré beaucoup qui m'ont donné des éléments techniques, des éléments ponctuels. Et mes trois patrons qui m'ont vraiment, avec qui je me suis dit, ouais, je vais faire ça, c'est trop fabuleux. Et puis qui m'ont vraiment montré beaucoup de choses. Et de façon individuelle, c'est-à-dire que c'était des rapports que j'avais avec eux, et puis de façon prolongée. Ça s'est pas passé c'est pas un semestre, quoi. C'est plusieurs années, et puis même mon principal patron, on travaille encore régulièrement, et je l'invite à la consultation, et il vient, et il m'apprend encore des trucs régulièrement, alors que ça fait 25 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Et est-ce qu'il Donc, exerce encore? non, Et donc il vous apprend quoi maintenant de sa des retraite? éléments cliniques, l'autre jour, on parlait je sais pas, c'est un enfant qui a une luxation de rotule congénitale, et puis on la voyait pas on la voyait pas sur l'écho, sur rien, cliniquement on voyait rien, et il m'a dit, vous savez Philippe, quand le trou là il est bouché, Pierre Queneau disait que c'est que la rotule, c'est qu'il y a une rotule là. Alors c'est incroyable parce que il me transmettait un enseignement que lui avait transmis un de ses patrons, donc c'est un compagnonnage de génération en génération, et puis qui apparaît au bout de 25 ans, quoi. C'est assez incroyable. Donc le Et pour vous, ça compagnonnage, reste votre professeur, entre guillemets, ouais, 25 ans après, ouais, toujours, quand vous l'appelez, vous avez toujours un peu de respect dans la voix. ah bah de base. Mais de respect, mais c'est pas paternaliste. C'est d'égal à égal, d'humain à humain. Ça vaut de là du respect, quoi. Il y a de l'amitié, il y a quelque chose, quoi. Et donc vous, Roger Badet, vous allez tous me le dire, mais du coup, voilà, vous, vos mentors, Oui, ou... alors moi il est évident et probablement que je l'ai mal fait passer dans la discussion qu'on a eue en préparation des choses, que je crois qu'on est tous marqués dans notre cursus par deux ou trois personnes particulières. Mais des fois, Moi, on est mal marqué en négatif parfois, hein. bien On n'est sûr, pas toujours marqué. oui, mais c'est vrai. Mais en tout cas, là, le fait est que j'ai au moins deux personnes qui m'ont beaucoup Ah. marqué, dont un qui m'a tout appris, je le dis toujours, hein. Et alors après, la relation, elle évolue beaucoup avec le temps. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est, si on prend le terme compagnonnage, il y a un moment donné où on est tout petit, quoi, hein, voilà. Et puis on est là pour s'imbiber, on fait les éponges, on regarde ce qui se passe et on apprend du mieux possible. Et après, et ça dépend un peu des personnalités et des gens, mais la relation évolue. Et moi, je sais que cette personne, en l'occurrence, qui était quelqu'un qui est éminemment respectable, très content de voir, c'est Mhm. voilà.
Et ben petit à petit, elle est devenue un vrai ami. Et puis, évidemment, au départ, je ne le tutoyais pas, maintenant on se tutoie. Enfin voilà. Donc Mais vous après, l'appelez encore pour des conseils de non, pas comme carrière Philippe. Non, Très voilà. honnêtement, non. Voilà. Mais simplement C'est parce devenu un qu'en ami. fait, il s'est trouvé qu'on a divergé au niveau de nos spécialités. Mettez le micro plus près de la Oui, bouche. on a divergé au niveau des spécialités. Donc, du coup, je ne suis plus amené dans le cadre de mon exercice à régulièrement faire appel à lui. Mais en fait, il y a des éléments techniques, mais il y a des éléments généraux de gestion de notre profession qu'il m'a appris et qui me servent au jour le jour, quoi. Et donc vous, Pierre Marx, typiquement, vous n'avez pas eu de mentor pur et dur. Vous Alors, avez croisé sur votre chemin plein de chirurgiens qui vous ont montré le chemin. si on me demandait de donner des noms de personnes qui m'ont vraiment marqué, il y en a eu, mais pas au sens d'un mentor, parce qu'un mentor, je pense que c'est comme le disait Philippe Vicard, c'est quelqu'un qui reste Sur la durée, qui, qui reste une image. Moi, j'ai vraiment une analogie forte entre la chirurgie et l'artisanat. Pour moi, c'est sur la partie technique en tout cas. Et il y a toutes les autres compétences, les soft skills qu'on a autour. Parce que c'est pas ce qu'on fait au bloc, c'est tout ce qu'on fait avant. Et il y a déjà le choix de décider de faire de la chirurgie. Et moi, j'ai eu des gens qui m'ont convaincu de faire de la chirurgie. Finalement, celui qui m'a peut-être le plus poussé à faire de la chirurgie, c'était pour faire de la chirurgie vasculaire. Puis c'est parce que j'ai pas pu que j'ai fait finalement de l'orthopédie a posteriori. Et donc finalement, aujourd'hui, je suis ravi de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai trouvé des personnes qui m'ont donné envie de faire d'une certaine manière et où je me suis dit que c'est comme ça qu'il faut faire sur cet aspect-là, mais j'ai pas eu un mentor où je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. Mais j'aurais été ravi d'en croiser un, mais ce n'était pas le cas. Après, plein de gens m'ont apporté un peu de pierre à l'édifice. Et en revanche, des maîtres d'apprentissage, j'en ai eu beaucoup. Et qui m'ont vraiment, bien sûr, qui m'ont appris à faire ce que je fais. Je suis pas un autodidacte de la chirurgie orthopédique. Et personne. Et ça, je pense que en tout cas, voilà. C'est pas une spécialité qu'on apprend sur le tas. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas pu donner. Je pense que ce serait faux de vouloir stigmatiser une personne comme mon mentor. C'est plutôt des personnes qui m'ont fortement marqué à différents niveaux, que ce soit même pour la recherche, on a des gens comme ça qui nous marquent, on se dit c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je ferai de la recherche, c'est comme ça que je ferai au bloc opératoire en traumatologie, c'est comme ça que je ferai en consultation. C'est plutôt comme ça que je l'ai vécu en tout cas, plutôt qu'avoir vraiment un exemple. Parce que pour moi dans le mentoring, c'est d'avoir un exemple où on se dit voilà, mon objectif c'est un jour d'être comme ça. Et c'est la même chose pour vous. Vous êtes un peu dans le même cas de compagnonnage. Vous avez eu plusieurs mentors ou médecins sur votre chemin, c'est ça, Pierre-Emmanuel Chabas? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par les trois orateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes majeures, mais en fait, moi, c'est plutôt une dizaine de personnes. Et je pense que le compagnonnage, on a beaucoup de chance par rapport à l'artisanat. Souvent, les artisans, ils vont être formés malgré tout quand même par une, deux personnes dans leur entreprise, alors que nous, on est amené à faire énormément de stages. En plus, ceux qui vont en dehors de leur ville, parfois, ils sont dans des gros centres. Alors, c'est vrai qu'il y a des équipes dans des centres de taille intermédiaire où c'est une équipe monolithique avec 1, 2, 3 leaders. Et là, c'est vraiment eux qui forment intégralement la personne. Mais malgré tout, maintenant, dans l'équipe intermédiaire ou grosse, les gens sont amenés à avoir beaucoup de mentors. Donc en fait, effectivement, je ne vous ai pas répondu dans le sens où c'est une personne ou deux, mais on est marqué, il y a des phrases qui reviennent régulièrement, il y a des moments, alors effectivement, positifs ou négatifs, mais qui sont constructifs. Alors maintenant, la formation fait que maintenant, en principe, il ne devrait plus y avoir d'effets négatifs, d'épisodes négatifs non constructifs. Il faudrait que maintenant, dans la formation 2023, ça soit que des choses positives ou négatives et constructives, mais oui, tout à fait. On est une mosaïque de mentors en fait. Et qu'est-ce qui est, par exemple, le plus important pour vous dans le compagnonnage? Parce que finalement, vous, Roger Badet, vous m'avez dit que finalement le geste clinique, etc., on l'apprend à la fac, etc., et qu'après le compagnonnage, c'est beaucoup gérer la clinique, gérer les RH, gérer le libéral, apprendre à comment se comporter avec les patients, comment gérer le premier contentieux qui arrive, et que c'est plutôt ça que vous avez besoin de transmettre à tous les jeunes chirurgiens qui travaillent avec vous dans la clinique, que finalement la chirurgie où ils l'ont déjà appris sans vous. Alors, en fait, le métier qu'on fait est un peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a la fonction qui est la nôtre. Et cette fonction, on peut la dichotomiser en plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le geste technique de notre métier n'est que l'aboutissement d'une réflexion. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est le geste, entre guillemets, ultime, qui nécessite d'être fait correctement, d'où la nécessité de savoir le reproduire, de l'avoir bien appris. Donc ça, c'est le caractère du compagnonnage très manuel.
Mais il y a aussi tout le compagnonnage qui est lié à la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, si dans notre métier on pose une mauvaise indication, on aura de toute façon, même si on est très appliqué sur la technique, un mauvais résultat. Ouais. Donc en fait, le plus important, c'est déjà au départ de correctement poser l'indication. Donc ça s'apprend. Et évidemment, ça s'apprend à travers des gens qui vont vous enseigner et qui auront une méthode d'enseignement pour laquelle vous serez plus ou moins sensible. On est tous pluriels et on ne demande pas tous les mêmes choses. Donc ça, c'est la partie de notre métier. Puis ensuite, on fait un métier, nous, qui est un métier d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler tout seul dans son garage, quoi. C'est pas possible. Donc on a une écologie, on a un environnement. Et cet environnement, il peut être un peu différent selon l'endroit où on est. À l'hôpital, il est sûrement un peu différent que dans le privé. Mais il faut, à un moment donné, pouvoir avoir été enseigné. C'est-à-dire que, par exemple, dans le privé, on est des chefs d'entreprise. Oui. On n'a pas automatiquement une formation de chef d'entreprise et donc on a besoin de gens qui nous tiennent la main aussi pour nous expliquer un certain nombre de choses liées tout simplement au fait qu'on travaille en équipe. Donc en fait, c'est un peu complexe. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a géré le patient, il y a une façon de savoir gérer le patient et ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire que tout n'est pas inné. Alors, il y en a certains qui les gèrent plus facilement que d'autres, mais il y a une façon qui peut être apaisante pour les gens. Il y a des choses qui sont dans la façon dont on les fait plus bienveillantes que d'autres. Et donc tout ça, ça peut être un peu intrinsèquement lié à la personne, mais aussi ça peut s'apprendre. Et alors parfois le compagnonnage, parce que vous m'avez raconté, Pierre-Emmanuel Chamaz, que parfois le compagnonnage, parce que maintenant vous êtes tous en position de mentorer des internes qui viennent dans vos blocs. Et vous m'avez raconté justement que ce que vous vous souvenez, c'était quand même un coup de téléphone que vous avez passé un jour. Ça peut passer par la déstabilisation, en fait, de bien mentorer un chirurgien pour qu'il apprenne à se gérer aussi. Racontez-moi. En fait, il faut vraiment se rendre compte que quand on passe d'étudiant en médecine interne, c'est un bond qui est monstrueux en termes de responsabilité. Et moi, mon tout premier semestre, je l'ai passé en hôpital périphérique, avec une équipe qui est très dynamique, avec une équipe d'orthopédie, avec une équipe d'urologie, de chirurgie digestive, de gynécologie. Et quand on était de garde, on faisait tout. On faisait vraiment toute la chirurgie, toutes les urgences. Et forcément, premier semestre, avec une équipe de vieilles internes, on était 4, avec 3 vieux semestres, des 7 et 8. Donc ils m'ont laissé 10 jours d'adaptation. Et après, première garde au bout de 10 jours, où en fait on se retrouve dans le vide intersidéral du centre hospitalier à 2h du matin, et en fait avec des cas cliniques où en fait parfois on n'a pas la réponse. Et justement, ce que je vous ai rapporté, c'est la situation où j'avais un problème avec un patient en orthopédie, et j'ai passé coup de téléphone parce que j'étais en vrai dilemme, et c'était un contexte d'urgence. Et le chirurgien de garde, orthopédiste que j'apprécie énormément, m'a répondu allô Pierrot, appelle ta mère, et il m'a raccroché au nez. Donc en fait, c'est une situation où en fait, voilà, on est tout seul, c'est la nuit, on est dans une situation de difficulté au patient, on a un conflit intrapsychique sur quoi faire de bien, parce qu'à la fin on veut bien prendre en charge le patient, on ne sait pas s'il faut le passer au bloc ou pas, et on est dans cette difficulté d'expertise qu'on n'a pas encore. Et en fait, la compétence d'expertise, on ne l'a pas. Et en fait, je pense que le compagnonnage, c'est arriver quand même à amener la personne vers l'expertise au fur et à mesure, en arrivant à jauger le moment d'instabilité qui est correct pour chaque personne, pour en fait à la fois le mettre dans une situation de confort, dans ce dont il est capable, mais également toujours jouer avec la limite de l'inconfort, d'être en zone d'inconfort, pour qu'en fait la personne gagne en expertise, en autonomie, en réflexion, parce que comme l'a dit M. Badet, en fait c'est avant tout, on est quand même en chirurgie fonctionnelle, et c'est avant tout jauger la bonne indication pour faire la bonne chirurgie au patient. Et on n'est pas sur une chirurgie vitale, donc en fait il faut avant tout de la réflexion avant de faire un acte qui après quand même est acquis par tous les chirurgiens et assez standardisé et qui n'est pas au final le cœur de la problématique en chirurgie orthopédique. Mais alors justement, est-ce qu'en ce moment, déjà, on va dire, est-ce que les conditions à l'hôpital favorisent le compagnonnage? Est-ce que les internes sont réceptifs? Est-ce qu'ils ont finalement ce caractère ou cette espèce de trempe de tenir le truc? Parce que, voilà, moi je ne sais pas dans les médecins, mais moi j'ai des jeunes journalistes autour de moi, que je ne veux pas critiquer, mais néanmoins, je pense que les générations succèdent, elles ne se ressemblent pas, ils n'ont pas la même
vigueur au travail, n'ont pas la même envie de travailler. Pierre Mas, vous m'avez parlé de ça, vous d'ailleurs, justement. Mais est-ce que c'est facile de compagnonner finalement des jeunes qui vont peut-être se dire mais moi à 18h j'ai tennis et c'est important ma vie privée? Alors, en pratique, je ne pense pas que tous les internes se ressemblent. Non. Je suis d'accord avec vous, les générations se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait parce que le monde n'est pas le même non plus et qu'il y a plein de choses qui évoluent. Et justement, devoir reproduire ce qu'on a connu ou ce que nos maîtres ont connu sans évoluer, c'est difficile. Et je pense que dans toutes les générations, en fait, on a toujours l'impression que la génération qui arrive est différente. Et vu que c'est différent, peut-être parfois on pourrait penser que c'est moins bien. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit moins bien. Ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver des leviers. Ce n'est pas toujours évident. Ce qui est certain, c'est ce que disait Pierre-Emmanuel. On sait que l'apprentissage, en particulier l'apprentissage des compétences techniques, mais même pour les connaissances, elle se fait quand on est à la limite de sa zone de confort. Donc il faut quand même réussir à pousser les gens à la limite de leur zone de confort, en particulier pour les préparer à un métier qui va les pousser très loin hors de leur zone de confort. Parce que quand on est chirurgien et qu'on est seul, on se retrouve comme Pierre-Emmanuel, tout seul en première année dans l'internat. Je suis désolé, j'ai pas donné la chute de l'histoire, c'est qu'en fait, le chirurgien m'a rappelé 5 minutes après. Donc en fait, il m'a laissé 5 minutes dans l'inconfort et il m'a rappelé, il m'a dit alors qu'est-ce qui se passe? Synthétise le dossier et après il a donné la conduite à tenir. Donc en fait il m'a pas lâché, c'est-à-dire il m'a mis en zone d'inconfort, en zone d'autonomisation et après il a contrôlé et ensuite le patient a bien été pris en charge. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que tout le paradoxe de l'apprentissage qu'on donne, c'est qu'on peut pas faire comme aux États-Unis, ils aiment beaucoup l'apprentissage par l'échec. C'est quand même gênant. Voilà, on ne peut pas attendre qu'un patient les rendre dit, boiteux, tu vois, regarde, ça n'a pas marché ce que tu as fait. Voilà, c'est bien on va lui quand couper on le fait bras. ça sur un cours sur le cadavre, dans l'apprentissage. Et après, on peut en discuter, on peut faire un feedback positif. Tu vois, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Puis c'est un peu différent quand on a des internes. Et c'est vrai qu'avec les générations qui arrivent maintenant, où on sent que finalement les leviers qui chez nous fonctionnaient bien, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Un exemple très pratique. Moi, je savais que quand on me disait pas que c'était mauvais, ça voulait dire que c'était bon. J'ai des exemples de semestres entiers où en fait, tout le semestre, j'ai pas eu une seule fois un bravo, c'est bien. Être à l'heure au bloc le matin, c'est pas bien, c'est attendu. En revanche, avoir 1 minute de retard, même s'il y avait une circonstance majeure, ça c'était inenvisageable. Et donc, quand ça allait pas, on le sentait très très fort. Et au bout de 6 mois, au fin du semestre, le chirurgien qui m'avait reçu pendant 6 mois sans périphérie, j'avais passé un semestre extrêmement formateur, il m'a invité chez lui et il m'a dit, il a été extrêmement sympathique, il m'a dit tu as été un super interne, c'était très bien, il m'avait invité avec ma femme à l'époque, et globalement, moi ça me convenait en fait, c'est qu'on apprenait dans le dur, mais parce que l'ambiance était comme ça, l'environnement, on n'avait pas l'impression que c'était contre nous. Aujourd'hui, dès qu'on va pas dire que c'est bien, et c'est dur, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à dire que c'est bien, parce que j'ai pas appris comme ça. Donc, mais vous le faites du coup, vous forcez à dire c'est bien, t'étais venu à l'heure, t'as travaillé, t'as opéré. Mais les retours de mes équipes, c'est certainement pas ça. Pas pour en avoir discuté avec certains, ils ont l'impression que je le dis pas souvent. Mais moi j'ai l'impression de le dire énormément déjà. Voilà. Mais après, c'est vrai que je vais pas les féliciter d'être à l'heure au bloc, ça arrivera jamais, parce que je vois pas le principe. Et donc c'est vrai que les générations là-dessus changent sur leurs attentes. Et il faut se méfier parce que comme je dis, on est dans un paradoxe où on ne peut pas non plus être dans le positivisme à outrance parce qu'on a quand même des patients derrière. Et je pense qu'on s'adapte. Alors oui, il y a un peu de... Et puis, tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai encore des internes qui ont la rage d'apprendre, qui sont extrêmement motivés et avec qui ça se passe très bien. Et il y en a certains qui sont beaucoup plus revendicateurs que ce qu'on a pu être. Et vu que le monde change et que les règles changent autour et qu'on entend autour des gens, ils disent mais c'est pas possible de travailler comme ça, vous ne devriez pas faire ça, c'est dangereux, ils ont des appuis que nous on n'avait pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque quand on était jeune interne, si on avait dit moi je trouve que c'est inadmissible de ne pas avoir un repos de garde, on aurait dit c'est pas grave, fais un autre métier quoi. Voilà, si tu n'as pas envie d'apprendre. Aujourd'hui c'est une obligation, donc on s'est adapté, les services se sont adaptés. Et on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix, il y a des bonnes choses, c'est certain, et il y en a d'autres qui sont moins adaptés à notre pratique parce que malheureusement on ne décide pas de l'environnement et du monde qui change. Je ne suis pas convaincu, moi en tout cas je suis convaincu que sur une génération les gens sont pas, alors oui le QI diminue un peu et le nôtre aussi, mais la génération actuelle n'est pas plus lâche, moins intelligente, moins travailleuse. C'est juste que les manières de discuter, les manières de communiquer et les leviers seront différents. Et Philippe Poucard, justement, vous avez dit aussi, vous, que vous estimez que maintenant à l'hôpital, les conditions ne sont pas optimales pour le compagnonnage, justement.
C'est ça, moi? Oui, vous avez dit ça. Alors, pas à moi directement en plus, à mon collaborateur jeune. Ouais, enfin, moi, je trouve que chirurgien, orthopédiste, c'est un sacré job, quoi. C'est pas facile. Il y a un gros apprentissage, une grosse formation qui se continue d'ailleurs, hein. Donc c'est un job qui n'est pas simple, c'est un job qu'on n'acquiert pas en claquant des doigts. Et donc il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Il n'y a pas le choix, de l'observation. Il faut du temps. D'ailleurs, compagnonnage, l'étymologie, c'est à qui on mange le pain, quoi. Donc c'est quelqu'un avec qui on passe beaucoup, beaucoup de temps sur des années et des années. C'est comme ça que c'est prévu un peu l'internat. Alors il faut bien dire que quand même les choses changent un peu, parce que l'idéal ce serait d'avoir un interne qui arrive en milieu d'internat, fin d'internat, et qui se dit ouah, ce mec ou cette nana, c'est super ce qu'il fait, c'est une belle activité, j'ai envie de faire ça plus tard, j'ai envie de me faire moyer avec lui. Et à cette école, parce que c'est pas complètement individuel, c'est quand même individuel, mais c'est quand même une école dont on est un peu dépositaire quand même, hein. C'est-à-dire que nos aînés l'ont transmis l'enseignement. Le but de la manœuvre, c'est de transmettre, ça ne se transmet pas comme ça. Et c'est pas si simple, parce que les temps ont changé, et je ne vais pas du tout être ringard en disant ça, hein. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'être positif, mais les temps ont changé. C'est-à-dire que l'internat est plus court, donc ça fait 1 an de moins déjà, donc 1 an de moins pour former les gens. Il y a le repos de garde, chacun en fait ce qu'il veut, mais ça fait du temps en moins. Par ailleurs, il y a un temps incompressible maintenant qui a été dicté par des syndicats d'internes, donc forcément le temps de présence est plus court. Je ne critique pas du tout, hein, c'est comme ça. Vous allez voir où je veux en venir. Et quand on veut faire des universitaires, il faut qu'ils fassent 1 année de mobilité. Donc encore, on n'est pas avec eux. Donc la formation est pas facile, et on passe beaucoup moins de temps avec. Et ça va un peu à l'encontre du compagnonnage, je trouve. Parce que, une fois de plus, pour compagnonner, il faut du temps. Ou alors, il faut des gens ultra brillants. Donc c'est à nous, qui avons la prétention de gérer le compagnonnage, de réfléchir à la façon de faire, à s'organiser. Donc la balle est dans notre camp. D'ailleurs, pour l'instant, je prends des buts, mais je ne les arrête pas, hein, parce que c'est comme ça, c'est pas facile à organiser, quoi. Donc il faut réfléchir à une autre façon d'enseigner, parce que les temps changent, et je crois que c'est très très bien que les temps changent. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup trop travaillé, fut un temps, au risque de certaines choses. Voilà, quoi. Donc faut qu'on s'adapte. Donc, Pierre-Emmanuel Chamas me disait justement, lui, que la réforme du 3e cycle, avec la création du docteur junior, avait rajouté, entre guillemets, quand même des années, potentiellement, de compagnonnage. Si l'internat est plus court, maintenant il y a les docteurs juniors derrière, où on n'est pas complètement lâché non plus. Alors oui, c'est vrai, mais à la modulation de comment c'est mis en pratique dans les services. C'est-à-dire que nous, on a un service où on a pu, parce que c'était possible au niveau humain, qu'il y ait une véritable transition progressive. Parce que moi, je suis de l'ancienne formation, comme toutes les personnes ici. C'est-à-dire qu'il y a un passage où, d'accord, quand on était vieux semestre, on nous donnait plus de responsabilités, on avait certaines actes, des consultations qu'on gérait. Mais le passage du J-1 au J, bonjour, tu es chef de clinique ou tu es assistant, et là où il y a tout qui arrive d'un coup, probablement c'est la même marche que quand on arrive en libéral. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une marche qui est extrêmement haute. Et en fait, dans le service, on est arrivé, comme il y a 2 ans de doctorat junior, la première année, l'interne a ses consultations à lui, il est première aide, et à partir de 3 mois, il commence à gérer la salle d'urgence, mais une fois toutes les 2 semaines. Donc en fait, c'est beaucoup plus progressif. Moi, mon premier mois de chef de clinique, j'ai fait 2 week-ends de garde. Donc en fait, premier mois de chef de clinique, 2 week-ends de garde, plus tout qui arrive en plus, les cours, etc. C'est une marche qui est corsée. Haute. Donc en fonction de la mise en application dans les différents services, il est possible que cette réforme soit un bien sur la façon progressive d'amener justement des générations qui ont changé au niveau de la mentalité en plus. Et est-ce que tous, là, parmi les internes que vous avez, ou les étudiants que vous avez, plutôt les internes en général, est-ce que vous repérez déjà ceux qui pourraient faire un prochain PUPH, si jamais ils restent à l'hôpital, évidemment, ou qui vont devenir... Enfin, avec qui vous avez envie de compagnonner aussi, parce qu'en fait, il faut aussi que ce soit les deux. Il faut aussi apprécier son étudiant, quoi. Mais en fait, dans cette histoire, même si vous êtes dans le domaine de la chirurgie, notre profession ne fait pas exception aux choses de la vie et des autres professions. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont plus brillants que d'autres. Il y a toujours des gens qui, quand on les regarde à la fois dans l'action et dans la façon dont ils comprennent les choses, qui sont plus efficients. Et
assez régulièrement, on dit qu'on en trouve un tous les 10 ans. Alors c'est un peu exagéré, mais ça veut dire que quand C'est même... déjà pas mal, c'est-à-dire qu'on en trouve 4 Oui, sur une carrière. mais ça ou veut 5. dire que pour avoir le format, selon ce qu'on leur demande, c'est pas très facile. Je voulais revenir juste sur une chose, c'est qu'on fait un métier de décision. Ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique de notre métier, c'est-à-dire qu'à tout moment, que ce soit en consultation ou au moment de l'acte de chirurgie, on décide. Si on devait à un moment donné mettre des croix en face de tout ce qu'on a décidé dans la journée, c'est énorme pour nous. Voilà. Et donc ça, le compagnonnage nous apprend à décider. Je suis persuadé de ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut apprendre à décider correctement. Ça se transmet très bien. Et ça se transmet presque de la même façon, de génération en génération, depuis très longtemps. Et puis, il y a des choses qui évoluent autour de nous, c'est l'environnement. Et dans cet environnement-là, et c'est ce que disait chacun, c'est que de temps en temps, on a un peu du mal à se retrouver, parce que nous, on n'a pas été éduqués pareil. Voilà. Mais de notre côté, les bases, elles restent identiques pour tout le monde, quoi. Juste pour répondre un peu plus spécifiquement à la question de savoir est-ce qu'il y en a avec qui on compagnonne plus facilement que d'autres et où on Oui. cherche. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'en particulier quand on fait de l'universitaire, c'est-à-dire qu'on est enseignant, on n'a pas À à choisir. compagnonner une partie de nos internes et les autres les laisser sur le bord de la route. On n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir un tous les 10 ans qui soit vraiment excellent. Le problème, c'est qu'on est 10 000 chirurgiens orthopédistes, il faut qu'il y ait un niveau global. Et vu que c'est un métier de compagnonnage, c'est-à-dire que notre apprentissage se doit, dans tous les cas, d'avoir un socle commun. Et ben, dans Après, ces on cas-là, est c'est tous à pas la dur de recherche. compagnonner avec 15 personnes dont 8 qu'on n'aime pas, peut-être. Non, mais je sais pas. Moi, par exemple, ça me Mais saoulerait de devoir être au coude mais à il faut- coude à c'est pour ça l'opération que avec tout le quelqu'un monde- c'est aussi pour ça que tout dont le j'aime monde pas fait l'attitude. Tout le monde ne fait pas ce choix-là. C'est-à-dire que quand on le fait, il faut le faire en toute conscience. C'est-à-dire que si on a envie d'apprendre seulement à 1/5 de notre population d'apprenants, ça veut dire peut-être qu'il ne faut pas être enseignant. Parce que sinon, c'est Non, mais- problématique. Et juste pour terminer, je pense aussi que pour trouver quelqu'un qui veut faire aujourd'hui, par exemple, une carrière universitaire, bien sûr, on est toujours à la recherche. Mais c'est pas moi, je pense pas que ce soit l'enseignant qui va le choisir et qui va le faire monter. Il faut déjà qu'il ait une envie de le faire. Parce que, étant donné Non, mais les vous contraintes pouvez, que ça vous pouvez va- être le mentor Bien sûr. de la personne ça, sans le c'est savoir, justement- quoi. Et qu'ils se encore disent, une mon Dieu, fois- je veux être Pierre Marthe un jour. Encore une fois, ça veut dire qu'il faudra demander, Ouais. non pas à moi, qui je vois, c'est à eux comment ils me voient. Est-ce que je leur donne envie de faire ça et on l'espère. Et après, bien sûr, il faudra qu'ils fassent... Là, le compagnonnage sera encore plus important si on s'inscrit sur un temps long, parce que c'est pas le même temps qu'un internat plus docteur junior, par exemple. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Ouais, je m'aperçois à travers la réponse de Pierre là, que j'ai pas été très clair sur la façon dont j'ai exprimé les choses. Il est évident qu'on a une mission. Voilà, et cette mission, il faut qu'on y réponde pour tout le monde. Ah oui. La réponse que je vous ai apportée était de dire, c'est à peu près une fois pour les 10 ans, mais en ce qui me concerne, Oui, que bien je sûr. trouve quelqu'un avec qui j'ai un fit très important et à qui je dis c'est avec lui qu'il faut que j'aille. Parce que de temps en temps, c'est à la vie à la mort. Hein. C'est-à-dire que... Non, mais franchement, c'est comme en montagne. Ça va, il sait très bien, Philippe. Et quand on est encordé au bout d'une corde, et on a en permanence, dans la corde, on sent ce qui se passe, quoi. Voilà. Et bien, pour trouver la personne avec qui vous sentez dans la corde ce qui se passe tout le temps, une fois tous les 10 ans. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut faire abstraction de tous les autres. Ça veut dire qu'on a une mission d'enseigner régulièrement à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Enfin, d'autant plus quand on est PUPH, parce qu'après, quand on est en libéral, si on n'est pas obligé, si on n'a pas envie, quand même. Oui, mais c'est un c'est exactement ce qu'il dit Pierre, c'est que c'est un éternel recommencement parce que, par exemple, on s'oriente beaucoup maintenant vers du travail en groupe. Parce que c'est beaucoup plus facile de gérer le groupe et les patients que de le faire en groupe que de façon individuelle. Bien sûr. Et donc là, on retombe sur la nécessité de travailler en groupe, sur la nécessité de faire en sorte que les équipes changent au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a la pyramide des âges qui va faire que certains s'en vont, d'autres arrivent. Et on se retrouve aussi là dans un compagnonnage, parce que le type qui arrive, tout jeune, tout frais, tout moulu, qui sort de l'hôpital dans une structure privée, il faut qu'on l'éduque aussi à tout lui montrer, tout un tas de choses. Bien sûr. Et donc vous, Philippe Wicca, vous avez par exemple parmi vos étudiants ou vos anciens étudiants quelqu'un dont vous êtes particulièrement fier, par exemple, avec qui vous compagnonnez, avec qui vous mangez le pain. Oui. Mais je suis d'accord avec... Oui, on s'entend. Je suis d'accord avec Roger. Il y a deux... On a une mission d'enseignement.
il ne faut pas confondre enseignement et compagnonnage. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'enseignement, par exemple, j'ai ma mission d'enseignement, qui d'ailleurs peut se faire en privé ou en ville ou à l'hôpital. Je pense que les deux établissements, les deux types de structures ont déjà et vont avoir de plus en plus à faire face avec plaisir à ce genre de mission. On a une mission d'enseignement. Et donc quand on a un interne, et il a été au bloc avec moi ce matin, et tu m'as déjà vu, on a déjà fait un pied beau ensemble, oui la dernière fois, bon là je t'aide sur cette partie, voilà. Ou alors en consultation, je peux te montrer, tiens regarde, cet élément clinique c'est vachement important, tiens en compte, tu verras, tu le reverras un jour et tu penseras à moi. Ou alors en garde, une supracondylienne, et tiens fais comme moi, tu verras, ce sera bien. J'ai un patron qui m'avait dit ça un jour avec humour. Donc ça c'est l'enseignement. Mais c'est ponctuel. Et c'est vrai qu'un interne, un chef, puis après même un PH, puis, va tirer profit de tout ce qu'il a acquis au cours de tous ces différents moments d'enseignement. Un compagnonnage, ça n'a rien à voir. Compagnonnage, c'est un truc, je suis un peu d'accord avec Roger, c'est-à-dire que c'est à la vie, à la mort, je suis d'accord. Enfin, c'est des liens extrêmement étroits qui se tissent entre un mentor, j'aime pas forcément le mot mentor, mais entre quelqu'un qui a des connaissances et quelqu'un qui en a moins. Et le premier va donner toutes ses connaissances à celui qui en a moins. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très long, ça, c'est pas ponctuel. Il faut vraiment, c'est un très long apprentissage qui d'ailleurs, je pense, s'arrête jamais. Et donc voilà, donc je pense qu'il ne faut pas galvauder le mot compagnonnage parce que ça a un vrai sens et c'est très différent, à mon avis, c'est mon avis, mais c'est très différent de l'enseignement, c'est-à-dire tiens, regarde, je te montre ça, c'est pas mal, fais comme ça, ce sera bien. Ça reste un partage, c'est comme quand Roger Badet, quand vous êtes maintenant président de la CNP ou quand on est à la Softcode, quand on est impliqué pour la profession, est-ce que c'est une manière aussi de faire un compagnonnage, des compagnonnages un peu, ou une espèce de... Ça reste de la formation, de la validation Est-ce que ça fait partie du fait de s'impliquer? Parce que tous les chirurgiens ne le font pas, ils ne sont pas tous là, les chirurgiens orthopédistes, il y en a qui sont restés chez eux. Donc... Oui, bien sûr. Ça fait partie un peu du caractère des gens et de ce qu'ils ont envie de faire. Pour moi, ça a toujours été évident. Je me suis toujours dit qu'il fallait à un moment de ma vie que je donne pour tout le monde. C'est ma façon de voir les choses. Mais je peux comprendre que tout le monde ne voit pas les choses de cette façon-là. Et donc, la façon que j'ai trouvée, moi, de donner aux autres, c'était de m'impliquer dans les instances professionnelles parce que j'aime énormément le métier que je fais. Je vois que dans l'évolution de notre société, il y a des choses qui changent beaucoup et que si on n'est pas très vigilant, justement, on va galvauder toute une partie à la fois la façon dont on travaille, tout l'environnement, dans l'écologie de notre métier. Voilà. Donc c'est très important. Et en fait, il faut que certains d'entre nous s'en occupent, sans quoi si personne s'en occupe, la nature a horreur du vide et c'est fini pour nous, quoi. Voilà. Donc, mais je ne critique pas non plus ceux qui ne s'impliquent pas là-dedans. Par contre, et ça c'est un vrai message, nous sommes chacun responsable des changements. C'est-à-dire qu'en fait, je veux bien entendre à un moment donné qu'on ne veut pas s'impliquer, mais j'ai du mal à entendre qu'on n'est pas content sans avoir rien fait, si vous voulez. Voilà. Donc en gros, c'est juste à un moment donné qu'il faut savoir appuyer sur le bouton quand il faut, quoi. Et du coup, quels sont les dossiers du CNP là, qui vous incombent? Qu'est-ce que vous allez devoir pour gérer justement la carrière des Alors c'est très transversal, c'est-à-dire en fait qu'au niveau du CNP, on s'occupe de toute la transversalité qui crée notre métier, qui va de la formation, c'est-à-dire la maquette de formation des gens, à notre environnement au bloc opératoire, les infirmières, à la discussion du matériel qu'on va avoir, au prix que va avoir ce matériel, à la façon dont les chirurgiens vont être rémunérés. Enfin voilà, donc on est extrêmement transversal. Et donc c'est là où je dis que c'est une activité qui est nécessairement, qu'il faut, comment dirais-je, absolument correctement gérer, anticiper, dans une continuité, parce que c'est comme en politique, c'est-à-dire que si on est tout le temps en train de changer de mode de fonctionnement, ça ne peut pas marcher. Et donc ça, c'est le travail du CNP au jour le jour, quoi. C'est défendre les intérêts de la profession. Et alors, défendre les intérêts pratiques,
mais aussi défendre la qualité de vie de notre profession. Il faut savoir que 30% des gens qui travaillent dans notre métier sont des gens qui sont en situation de rupture, c'est-à-dire de grande fatigue. On a eu plusieurs études qui ont été faites et qui montrent que 30% de notre profession est à la limite. Et vous comptez les internes ou vous comptez que à partir du moment où ils sont déjà... compte tout le monde. On compte tout le monde et malheureusement, il se trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là. Et donc on travaille beaucoup avec le CJO, on travaille beaucoup tous ensemble et ça sera d'ailleurs un des thèmes du prochain congrès, la qualité de vie au travail, pour faire en sorte qu'on n'attende pas que les gens soient malades d'abord et qu'ils soient psychologiquement atteints, entre guillemets, pour tout un tas de raisons, et qu'il y ait à la fois des éléments d'aide qu'on puisse leur apporter à travers notre société, mais aussi des éléments qui soient des éléments préventifs, parce que, comme toujours, la prévention est essentielle dans ce genre de choses. Mais est-ce que justement le compagnonnage, ça peut pas être aussi de dire à son étudiant, mais rentre chez toi et va dormir, oui, mais bien sûr. Tu vas, si c'est pour que tu pleures et que tu t'arrêtes pendant 2 mois, ça sert à rien, il vaut mieux que tu t'arrêtes aujourd'hui. Enfin, peut-être que ça fait partie de ce qu'il faut transmettre, de dire il faut se connaître, savoir quand tu es au bout du rouleau, quoi, et que tu vas pas tuer quelqu'un parce que tu veux absolument aller au bout des choses. C'est fixer les limites de chacun et apprendre à chacun à fixer ses propres limites. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'autant, dans la décision, vous ne pouvez pas à un moment donné imaginer décider si vous ne connaissez pas vos limites à la décision que vous allez prendre. Donc en fait, il faut se connaître. Il y a un gros travail qui est fait justement par le CNPCOT qu'on essaye de relayer en tant que membre du CJO, du Collège des jeunes orthopédistes. C'est aussi le fait d'assumer le statut de la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique en chirurgie orthopédique, qui est quand même une spécialité qui est pour l'instant majoritairement masculine, avec beaucoup de stéréotypes et une façon de voir les choses qui est héritée depuis plus d'une centaine d'années, et qui est maintenant en train de changer bien sûr, mais à partir du moment où on va, même si on est en souffrance, aller voir quelqu'un pour de l'aide ou autre, il y a une étiquette qui apparaît sur le front, attention il est fragile, attention il est peut-être pas au niveau, attention peut-être qu'il ne va pas être vraiment au niveau pour avoir un poste de chef de clinique, d'assistant, pour faire des choses. Donc en fait il faut aussi qu'il y ait justement tout le travail qui est fait actuellement, c'est de rendre plus acceptable cette situation de difficulté pour justement pouvoir l'exprimer et justement pour qu'il y ait un relais. Mais il ne peut pas y avoir d'aide sans identification par la personne et en plus par les équipes, parce que parfois il y a des situations où la personne est en souffrance majeure pour des situations familiales incroyables ou personnelles en 6 mois, 1 an, et on l'apprend au moment où c'est l'apogée de la catastrophe, alors qu'en fait personne n'était au courant de quoi que ce soit depuis 6 mois. Et parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Mais parce qu'il y a un orgueil aussi et une envie de passer pour plus fort que ce qu'on est pour rester crédible. Mais je crois que c'est vraiment important de prendre la personne dans son ensemble, parce que ce que disait Philippe Vicard tout à l'heure, c'est que globalement, il y a des gens qui ont trop travaillé avec des conséquences, donc c'est certain qu'il faut que les choses changent. Il y a une chose quand même qu'on voit poindre de manière importante depuis les dernières années, c'est que le sentiment de souffrance, ou en tout cas le sentiment de lâchage est plus fréquent. Parce qu'avant, on n'avait peut-être pas le choix de se poser la question, et donc il y avait sûrement quand même qui se brûlaient les ailes, mais c'était un petit peu différent. Et il y a une critique, ou en tout cas une remarque qui est faite sur toutes les échelles qu'on utilise. Par exemple, pour évaluer un interne, est-ce qu'il est en fatigue chronique? Moi, j'avais répondu à des questionnaires à l'époque. C'est pas adapté à un chirurgien orthopédiste quand même. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est un métier difficile. Vous allez faire un métier difficile. Peut-être qu'il faudrait leur faire ce test avant. Est-ce que vous voulez bien ça? Parce que ça fait partie de ce qu'on fait tous les jours. Et on ne pourra pas s'en passer. C'est pas possible. En tout cas, ça paraît compliqué. Peut-être que je suis très réac en disant ça, mais c'est très compliqué de ne pas être fatigué quand on est interne. Je pense. Mais est-ce que justement ça arrive que vous repériez les gens, que vous ayez déjà dit à des internes, mais essaye de faire autre chose en fait. Tu n'es pas fait pour faire du bloc, tu n'es pas fait pour faire de la traumatologie la nuit, tu n'as pas envie de te réveiller pour faire gérer un accidenté. Il y en a qu'on a redirigé, il y en a qui se sont redirigés eux-mêmes. Mais c'est pour ça. Peut-être que dégoûter les gens aussi, c'est intéressant. Enfin, dégoûter, pas les dégoûter, mais leur montrer la réalité, pour leur dire ça va être ça ton quotidien. Oui, c'est dur, mais si c'est trop dur pour toi, il faut autre chose. Ce que je voulais justement, voilà, c'est ça. Oui. C'est qu'on peut pas changer ce que va être la réalité de la future. Vie, de ce qu'il y a à faire. Rendre les trucs plus agréables, mieux organisés. Voilà, l'enseignement, la période de formation différente. Il faut avoir vraiment un œil dessus, la qualité de vie au travail, et essayer de repérer ceux qui sont en souffrance. Évidemment, c'est pas du tout. Je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire même. Mais il faut aussi savoir qu'on ne va pas pouvoir faire changer ce qu'ils vont vivre plus tard. Donc c'est important d'en discuter et de leur montrer quand même
qu'est-ce que la réalité. Et enfin, pour finir, la période de formation, le cerveau, il a un moment où il est capable d'acquérir. C'est le moment où on se met en position de formation. Donc c'est un temps qui dure maintenant 4 plus 2 ans, donc 6 ans. On apprend toute notre vie. Vous le disiez aussi, hein, que même maintenant, vous apprenez encore des nouvelles choses sur l'examen clinique. Et bien sûr, on va apprendre toute notre vie. Mais il y a une période où il faut quand même être vraiment extrêmement acteur de sa formation. Parce que le compagnonnage, on ne prend pas quelqu'un... on peut le dire que c'est peut-être pas réellement du compagnonnage, mais en fait, c'est pas nous qui mettons dans la tête. C'est eux qui apprennent et nous, on est là pour aider. Oui. On est à côté. Et donc, globalement, je pense que c'est extrêmement important que ce soit intense. Et vu que c'est intense, il faut faire attention à la qualité de vie, mais il faut aussi accepter que si ça reste pas une formation intense, on aura du mal à maintenir, c'est mon sentiment, à maintenir un niveau nécessaire. Mais ça s'adresse à des passionnés de toute façon aussi. Je pense qu'il faut quand même se dire, en tout cas, sinon il faut faire autre chose, moi je pense. Alors, Moi je suis pas chirurgien, je le dis comme ça. juste pour compléter, parce que c'est très important, il est évident que certains sont capables et d'autres pas. Mais Oui. ça, c'est comme dans tout. Que, du coup, ça nécessite qu'on puisse, dans le cursus, les repérer et le leur dire assez simplement. Après, la QVT, c'est pas uniquement ça. Hein. Il y a des gens qui sont capables, et puis on est tous autour de cette table humaine avec un grand H, et avoir un certain nombre d'événements dans votre Bien vie sûr. qui font que, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles, soit pour les deux, soit pour d'autres raisons, et toujours les raisons sont cumulées, eh bien vous avez une faille qui se crée en vous alors que vous étiez jusqu'à présent assez fort pour résister à beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où le problème se pose. Oui. C'est-à-dire, est-ce que la formation qui vous a été donnée fait que, obstinément, vous allez vous battre pour quoi qu'il arrive, arriver à passer l'obstacle? Ou est-ce que vous allez à un moment donné dire maintenant, il faut que je mette genou à terre et que je me confie un peu à d'autres? Le problème de notre profession, il est là. Vraiment. Hein. Non, mais je comprends. C'est-à-dire qu'on est des gens qui sont... On est des gens qui sont tenaces, quoi. On n'aime pas lâcher le truc et tout. Et bah pourtant, de temps en temps, il faut savoir lâcher. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Voilà. En gros, c'est un peu l'idée. Parce que le risque, il est là, bien sûr. Après qu'il faille un tropisme particulier pour les choses, c'est évident. Mais nous, on a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en difficulté. Et quand on les regarde, on ne s'imaginait pas à un moment donné qu'ils puissent l'être, quoi. Voilà. Oui. C'est ça, mais c'est comme tout le monde, hein. C'est la vie de tout le monde. Mais peut-être aussi que si on a un vrai compagnonnage, si on a un vrai mentor ou si on a une vraie personne à qui parler, à qui on a confiance, Oui. peut-être que ça permet Bien sûr. justement, peut-être que finalement le compagnonnage un peu à l'ancienne sur la durée, mais je sais pas s'il peut s'instaurer, c'est ça qui est un peu compliqué, mais peut permettre de dire je sais que je peux parler à mon chef directement parce que je sais qu'il me respecte par ailleurs, parce que je lui ai prouvé que j'étais bon par ailleurs, et juste aujourd'hui ça va pas et je peux lui dire, et peut-être que du coup il va pas m'en tenir rigueur pour la suite de ma carrière, parce que c'est toujours un peu ça en fait dans les étudiants en médecine, il y a toujours un truc de dire, voilà ce que vous disiez, je vais passer pour trop faible, on va me dire que je peux pas prendre la responsabilité d'eux, donc je vais faire une croix sur telle évolution, etc. Et en vrai voilà, ils se disent que leur comportement a des répercussions et que s'ils sont pas bien 2 semaines dans leur vie parce que leur mère est morte, bah, du coup ça va foutre en l'air leur carrière, quoi. Ouais, mon sentiment, c'est que si on en revient au compagnonnage, il existe un rapport entre les deux partenaires assez étroit qui fait qu'un des deux peut se rendre compte que l'autre ne va pas, il n'y a qu'un problème et peut réagir. C'est possible ça. Après, la difficulté va être pour les autres membres de l'équipe, c'est-à-dire que les internes, les chefs, les PH, les PUPH. Et alors, c'est pas facile parce que là, il faut être attentif. Et c'est des milieux qui sont, je trouve, très particuliers, très durs, avec chacun ses contraintes, chacun ses difficultés, chacun qui est un peu fermé sur lui-même, tout en étant ouvert sur les autres pour la formation, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu humain. C'est un vœu pieux, ce que je dis, mais il faut cultiver le lien. Il faut vraiment qu'il y ait une cohésion dans l'équipe. C'est un peu un vœu pieux, hein, ce que je dis, hein, mais je dis quand même, ça fait du bien. C'est important parce qu'on peut voir les difficultés d'un ou de l'autre. Hein, c'est le lien, c'est la corde que dit Roger. C'est-à-dire que la corde, le mec, on ne le voit pas, mais on sent la tension et on sait comment il est, quoi. Et on sait ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment un truc important qui n'est pas forcément mis en pratique et auquel on n'est pas forcément sensibilisé.
Eh bien, on Voilà va le rester lien. sur ça. On va rester sur ce lien et sur cette corde qui se tend et que quand on est entre compagnons, ça marche. Et merci, messieurs, à vous d'être venus nous parler de compagnonnage ce matin. Et je vous laisse vaquer à vos occupations. Merci beaucoup à Merci. vous.